Directeur des ressources humaines de la compagnie sucrière sénégalaise. Bonsoir, Monsieur Lamotte, merci d'être là. Bonsoir, Madame, merci de votre invitation. Bonsoir. La CSS qui traverse des difficultés à cause de la délivrance des DIPA, les déclarations d'importation de produits alimentaires. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de la marche des travailleurs de l'entreprise. Peut-on savoir depuis quand dure cette situation? Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est une situation récurrente. Vous dire depuis quand ça dure, j'allais vous dire depuis toujours. Mais quand même, sous plusieurs régimes, on a certes parlé de la CSS, on a certes parlé de la fraude, mais les DIPA, convenez-en avec moi, c'est une notion que vous venez d'entendre depuis peut-être pas plus de 3-4 ans. De quoi s'agit-il? Voilà, justement. En fait, c'est un document qui a existé depuis la nuit des temps, mais un document technique qui voudrait que quand quelqu'un importe des produits alimentaires proposés à la consommation des Sénégalais, que ces produits soient auparavant identifiés, j'allais dire analysés, de sorte de pouvoir attester que c'est comestible et que ça ne présente pas de danger pour le consommateur. C'était ça sa destination première. Et c'était pour les importations de produits alimentaires. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Entre-temps, sa vocation a changé. On en a fait un document pour réguler les importations. Et malheureusement, un document qui a fini par être très attractif, autant pour les vrais importateurs que pour le commun des commerçants. Et voilà, ça en est suivi, j'allais dire, des dérapages, au point que c'était des documents finalement vendus. Qui? Par qui? Mais par ceux qui les mettent. C'est qui? C'est le ministère du Commerce. Pour être précis, aujourd'hui, n'importe quelle personne, y compris vous-même, à vocation journalistique, pouvez vous procurer d'une DIPA, la revendre à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir en bénéficier? Au moins, peut-être qu'il y a des critères. Sur le sucre, il n'y en a pas. Je vais vous dire par exemple que sur l'oignon, avant de pouvoir obtenir une DIPA, il faudrait d'abord être commerçant et avoir écoulé la production nationale d'oignons. Et c'est à partir du cumul de ces deux conditions qu'on peut vous donner une DIPA. Mais là, les DIPA sur le sucre, c'est open pour qui veut. Qu'est-ce que vous gêne dans l'attribution de ces DIPA-là? En fait, le problème, c'est qu'il y a une production nationale assurée par la CSS, qui certes ne joint pas les deux bouts, puisque la CSS c'est là-bas combien? Cette année à 141 000 tonnes. Vous n'arrivez pas à fournir le marché? Pour un gap de 40 000 tonnes cette année, oui, que nous avons déclaré. Donc les importations devaient porter sur ce volume-là. N'importe qui pouvait en tout cas en bénéficier, mais dans la limite des 40 000 tonnes. Ce qui ferait qu'à la reprise de la production de la CSS, il n'y aurait pas gêne, il n'y aurait pas, j'allais dire, un marché complètement inondé. Mais on s'est rendu compte qu'à l'arrivée, c'est plus de 100 000 tonnes qui ont été délivrées. Est-ce qu'il est avéré que la CSS aussi bénéficie de ces DIPA? Oui, puisque ce qui est établi, c'est que quand il y a un gap, ce gap est réparti équitablement entre la CSS et les commerçants. La CSS étant une entreprise qui fonctionne à feu continu et toute l'année se doit de pouvoir continuer à fonctionner. Est-ce que vous n'êtes pas alors en train de jouer la carte de la victimisation, puisque vous aussi vous bénéficiez de ces DIPA? Oui, mais justement, ce qu'il y a, c'est que tant que c'est dans la limite du gap qui est défini, pas de problème. Dans le temps, c'était tout aux commerçants. Mais en un moment, quand on se rend compte que les cours sont tellement élevés au point qu'aucun commerçant ne peut importer du sucre, c'est là où on dit à la CSS, prenez tout. Mais il nous est arrivé de ne rien avoir et on a géré en tant que tel. Le problème, c'est que là où c'était 40 000 tonnes de prévues pour pouvoir réguler le marché, on en a mis 150 000. Et par conséquent, la CSS non seulement n'a pas pu vendre ses DIPA de 20 000 tonnes, évidemment, mais aujourd'hui n'est même pas en mesure de vendre sa propre production. Quels sont les risques qui pèsent aujourd'hui sur la boîte? Les risques sont clairs et précis.
rester 5 mois sans vendre et devoir faire face à des charges de fonctionnement de l'ordre de 4 milliards par mois, quand vous restez 5 mois sans vendre, vous voyez ce que c'est. Finalement, du point de vue trésorerie, on est complètement sec. Vous avez déjà interpellé le ministère du Commerce par rapport à ce cas de figure? On est toujours avec le ministère du Commerce. Et qu'est-ce qu'on vous répond? On ne nous répond rien. Quel est aujourd'hui son niveau de responsabilité dans cette affaire? Pleine, totale et entière. Est-ce que vous avez des preuves par rapport aux allégations selon lesquelles ces DIPA seraient vendus? Mais évidemment, il y a des enquêtes qui sont en cours. Elles vous révéleront le phénomène. Mais vous sortez ici, tout le monde le sait. Ça, des enquêtes pilotées par qui? Comment? Des enquêtes pilotées par qui? Par la justice. Hein. Je ne voudrais pas en dire trop, mais je pense que toutes les autorités ont constaté que cette année, vraiment, il y a eu exagération. Et c'est elles-mêmes qui se sont saisies de ce problème. Le président de la République l'a évoqué lors du dernier Conseil des ministres pour se plaindre de ce qu'il y a eu des régulations dans ce secteur-là. Et a demandé à ce que quand même le ministère du Commerce soit beaucoup plus attentif de sorte à ne pas gêner le fonctionnement du dispositif de production local. Donc ça c'est clair, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, on cherche à situer des responsabilités, ce n'est pas nous, c'est du domaine de la justice. Nous sommes en mesure et nous nous réservons également le droit de saisir la justice puisque nous avons subi de gros préjudices. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de demander à l'État de maintenir un monopole de fait? Il n'y a pas de monopole de fait, vous voulez dire, il n'y a pas de monopole du tout. Autrement, on n'aurait pas parlé de DIPA, autrement, on n'aurait pas parlé de DIPA, c'est au cas où vous n'arrivez pas à fournir suffisamment le marché. Oui, comme dans toutes les productions. Dans l'oignon, c'est la production locale qui passe. Et si elle ne suffit pas, on importe. Dans les pommes de terre, pareil. Dans l'huile, pareil. Sauf qu'ici, la spécificité, c'est qu'il s'agit d'une entreprise, d'une boîte, en face de commerçants peut-être, des particuliers qui sont aussi dans le même registre. Est-ce que c'est pas aussi La CSS est plus qu'une boîte. Est-ce qu'on n'est pas en train de démontrer une certaine puissance? Oui, une puissance, oui. Mais elle ne découle pas de la volonté ou de la nature même de l'entreprise. Qu'est-ce qui diffère la CSS? La CSS, c'est Richard Toll. La CSS, c'est 15 000 agriculteurs qui tirent subsistance de la CSS, qui leur assurent l'irrigation de façon permanente. La CSS, c'est des milliers d'éleveurs qui, grâce au fourrage que leur offre la CSS, en centaines de milliers de tonnes, permettent d'entretenir le cheptel à des moments cruciaux entre le mois de mars et l'arrivée des pluies. La CSS, c'est tout ça, c'est un monde. La CSS, c'est la région ou c'est le département de Dagana. Donc, le problème, ce n'est pas un problème d'intérêt de privé, c'est un problème j'allais dire, de région, de département, de Sénégalais, techniciens, ingénieurs et autres, qui ne veulent pas perdre leurs emplois. Et c'est légitime que des Sénégalais bon teint ne soient pas victimes de ce les dégâts collatéraux, c'est... Les dégâts collatéraux, c'est qu'on est aujourd'hui en situation quasiment de cessation de paiement. Les dégâts collatéraux, c'est que des milliers de personnes vont partir en chômage technique si rien n'est fait très, très, très urgemment, puisqu'on a atteint une situation où on ne peut plus rien faire. Ce qui m'interpelle, moi, c'est que vous avez dit au début de vos propos que cette situation était récurrente. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on n'en arrive pas là, chaque année ou chaque période, qu'on puisse s'arrêter sur le cas de la CSS? Et justement, si on avait fait comme on a fait sur les cas de l'oignon, comme on a fait sur les cas des pommes de terre, ça veut dire qu'il y a un gap. Il y a un gap. On importe dans la limite du gap pour permettre à la production locale de pouvoir s'écouler normalement. C'est ce que nous demandons depuis 6, 7, 8 ans, mais je pense que le phénomène des DIPA a pris une autre tournure. Alors, est-ce que c'est fait à dessein? Il y a une volonté de contourner la réglementation, ou bien est-ce que c'est parce que ces agents du ministère ne maîtrisent pas tellement les dossiers? Moi, je n'aime pas faire dans la langue de bois. C'est juteux. Ah bon? Voilà, c'est juteux. On se fait beaucoup d'argent en vendant des DIPA. Ça, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Voilà. C'est quand même scandaleux. Est-ce que... Plus que scandaleux. Je crois qu'en un moment dans ce pays, il va falloir
qu'il y ait un minimum de, j'allais dire, d'anticorps de la République. Quand on est dans une situation où 3, 4, 5 personnes s'activent à démanteler tout un tissu industriel, on parle du sucre aujourd'hui, mais on peut parler de la tomate, on peut parler des farines, on peut parler... C'est tout le tissu industriel qui aujourd'hui est menacé et quasiment mis à l'arrêt par le ministère du Commerce et par le jeu des DIPA. On peut en voler, on peut en vendre. Alors, rien ne vous arrive. Après, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a une certaine, justice que des gens délibérément s'éloignent de leurs responsabilités, des fonctionnaires, agissent au vu aussi de tout le monde, par des pratiques qui ne sont pas des pratiques républicaines. Pourquoi vous n'avez pas alerté au bon moment? Pourquoi vous avez laissé l'affaire s'envenimer, arriver Monsieur Fall, le 1er décembre 2018, on est sorti dans la rue, comme le 21 passé. Avant cela, on avait préféré les discussions de salon. On en a eu des heures. Ça n'a abouti à rien. Ça n'a abouti à rien du tout. Aujourd'hui, je pense que le président de la République a pris la juste mesure de la situation, oui. Que le gouvernement s'emploie à, une bonne fois pour toutes, moraliser ces phénomènes de DIPA. Et nous pensons qu'à la sortie de tout cela, peut-être enfin, on pourra revivre dans un Sénégal où le commerce cohabite avec la production en complémentarité, mais pas en confrontation malheureusement mal arbitrée par le ministère du Commerce. Le Sénégal peut-il aujourd'hui adopter l'exemple de la Côte d'Ivoire où l'interdiction de l'importation du sucre est en vigueur et cela va durer sur 5 ans pour permettre à l'industrie locale de pouvoir souffler? Est-ce que le Sénégal peut faire la même chose ici? Que je vous entende, madame. La solution ivoirienne, on l'a proposée. Elle découle d'une démarche simple. Oui. Quand vous avez votre potentiel de production, il ne faut pas l'affaiblir par des importations, puisque les importations, c'est les productions d'autres pays. Balangay dak moudjem, comme on dit l'adage, je ne veux pas trop, puisqu'on parle français, c'est-à-dire, c'est un choix pour privilégier les intérêts nationaux sur les intérêts des pays tiers. Vous n'arrivez pas à couvrir la production locale. On y serait arrivé depuis 2010, si, depuis lors, on avait stabilisé le marché. C'est-à-dire que si vous produisez 141 000 tonnes, que vous puissiez vendre 141 000 tonnes. Alors, si vous avez un stock invendu. Oui, évidemment. Et ça se renouvelle tout le temps. Donc, avec 141 000 tonnes, vous ne pouvez pas vendre tout. Comment vendrez-vous tout avec 200 000 tonnes? C'est que vous resterez peut-être avec 60 000 tonnes d'invendus. Ce n'est pas possible. L'investissement pour aller à 200 000 tonnes, nous l'avons réalisé au plan industriel. À travers des KT 150, KT 200. C'est fait. C'est totalement fait, avec beaucoup de milliards. Il nous reste, et c'était la deuxième conditionnalité, des terres. Avec 3000 hectares de terres, on pourra, avec le développement industriel déjà fait, on pourra couvrir totalement les besoins du Sénégal. Mais je peux vous jurer qu'il y a beaucoup qui ne partagent pas cet idéal d'autosuffisance pour pouvoir manipuler des DIPA. C'est plutôt très léger. Alors, vous avez fait des marches, vous avez protesté, vous avez aussi eu des discussions de salon avec le ministère. Il n'y a pas eu d'aboutissement. Le président de la République a tiré l'alerte au niveau du Conseil des ministres. Aujourd'hui, vous donnez quel temps, vous donnez quel horizon à l'autorité pour sévir définitivement? Ou bien vous attendez la justice aujourd'hui? L'autorité nous accompagne, quand même je dois le dire, sur ce cas-là précis. Vous voulez dire le président? Le président, oui, le président. Mais comme on dit, le mal est déjà fait. Parce que ces 150 000 tonnes sont dans le marché, on n'y peut rien, on attendra que ça soit résorbé pour pouvoir nous remettre à vendre.
Quand est-ce que ce sera résorbé? Entre-temps, il n'y aura pas d'activité. Ah voilà, voyez-vous, un seul mois sans activité, vous ne pouvez pas garder un personnel que vous payez 2 milliards par mois. Je dis bien 2 milliards, alors que vous n'avez même pas vendu 5 millions. On l'a fait en août, en septembre, en octobre, mais là, en novembre, on est aplati. Et c'est là où on demande à ce qu'une des solutions urgentes soit prise, urgemment. Comme la reprise des ventes, la mise sous séquestre de tous les tonnages qui ont été acquis frauduleusement, à partir de DIPA qui ont été diffusés sans autorisation de l'autorité. Vous avez des noms des entités qui ont pu bénéficier de ces DIPA-là, et peut-être que l'autorité pourrait utiliser ces informations-là pour vous avez du béton. Vous assurer que les services de renseignement de l'autorité sont beaucoup plus performants que les miens, et que sera vite situer les responsabilités, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Mais on est rassuré à l'idée qu'effectivement, on n'a pas laissé cette fois-ci les choses aller dans tous les sens. Est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver un terrain d'entente? Parce que même la mise sous séquestre de ces tonnages-là qui ont été acquis frauduleusement ou pas, est-ce que cela aussi ne débouche pas sur un drame social, comme on est en train aussi de le redouter pour la CSS? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui essayer de voir comment sauver les meubles, voilà, de part et d'autre? Madame me demandait des noms, je n'en ai pas, mais je peux lui donner un nombre. Ils ne sont pas plus de 3. C'est qu'aujourd'hui bénéficient de ça. Ah oui, voilà. Ils ne sont pas plus de 3. Il n'y a aucun drame social derrière le dessaisissement de ces gens qui ont... C'est des particuliers ou bien des entreprises? Oh non, des particuliers. C'est des particuliers. Vous imaginez des commerçants, entreprises, ça n'existe pas. C'est des particuliers qui ont des intérêts particuliers, qui n'ont aucune charge de... Moi, j'ai des charges. Donc, quand les gens ont tendance à nous mettre sur la même balance, je dis, voilà, ça ne résonne pas très fort. Les commerçants, déjà, c'est eux qui distribuent toute ma production. Donc, on se partage tout. Mais si maintenant, ils vous disent, vous n'allez plus fonctionner malgré vos effectifs, malgré vos charges, nous allons nous mettre dans les poches illégalement, irrégulièrement, je dis que l'anticorps de la République, c'est cette justice qui doit dire on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une République organisée. Les commerçants se plaignent également de la cherté du sucre, le prix. Qu'est-ce qu'il explique? C'est le Covid finalement? Non, le prix n'a jamais évolué depuis 8 ans. C'est le prix le plus stable de tout le marché, de tous les produits. Stable et cher? Non, mais je vais vous dire, cher, tout est relatif, vous savez, cher, ça dépend aussi de ce qu'on a dans la poche. Le problème, c'est pas la stabilité, c'est-à-dire... Je vais vous donner 2 exemples. Oui. De toute la sous-région, des pays qui produisent, nous sommes le moins cher, qui produisent. Allez-y au Mali voir combien ça coûte. Ça coûte 700 francs le kilo au Cameroun. Ça coûte 800 francs le kilo en Côte d'Ivoire. Il suffit de taper sur Google prix du sucre en Côte d'Ivoire, vous le trouverez. Donc on est le moins cher parmi les producteurs. Maintenant, ceux qui ne produisent pas n'ont même pas à fixer de prix pour dire c'est cher ou c'est pas cher. Si le marché est cher, c'est cher pour eux. Si le marché est à bon prix. Est-ce qu'on peut envisager une tendance baissière par rapport au prix? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le prix soit moins cher encore au Sénégal? Dans la structure du prix, il y a la part de l'État avec ses taxes. Nous, notre TTC, ce n'est pas celui-là. On vend le kilo de sucre à 545 francs, mais aucun de vous ne l'achète à ce prix-là. C'est vrai. C'est un produit qui est homologué normalement, dont le prix est homologué. Mais moi-même, je vais à la boutique en face chez moi, ils me vendent le truc avec 300 francs de bénéfice dessus. Ça, c'est un problème de prix au niveau du marché. Et de régulation encore. Merci beaucoup, M. Louis Lamotte. Merci, madame. Directeur des ressources humaines de la compagnie sucrière sénégalaise. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.